Bien, écoutez, merci. En fait, on va changer, mais pas complètement de paradigme, hein, tu vois, parce que comme l'homme a été au milieu de beaucoup de choses, de nos propos sur les technologies. Comme vous le savez, à l'Observatoire comme média, la dimension de l'emploi est un sujet important, parce que nous avons une conviction profonde que les talents, c'est effectivement un enjeu aussi, tout aussi stratégique que la technologie, sinon beaucoup plus d'ailleurs. C'est un point qui nous paraît absolument essentiel. Vous le savez, nombreux d'entre vous et ceux qui ne le savent pas ici présents, depuis 2 ans, nous travaillons en étroite collaboration avec Pôle emploi et Germain, qui a été l'artisan à nos côtés de nous sensibiliser sur les enjeux de l'emploi, donc autour de la filière de la communication. C'est un sujet qui, pour nous, que nous avons adressé, que nous portons avec un certain nombre d'enjeux et de valeurs. On y reviendra. J'ai souhaité que cette table ronde soit animée par Muriel, parce que pour nous, Muriel est une personne qui a toujours regardé, d'abord, fait partie de nos organes de gouvernance. Elle est au compte de notre conseil d'administration. La dimension de l'humain est un élément qui est extrêmement important dans les valeurs qu'elle porte. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir aussi d'être copilote, mais vraiment leur deuxième rang, hein, derrière Muriel, sur la RSE, parce qu'on porte aussi des travaux au sein de l'Observatoire importants autour de la RSE. C'est un sujet sur lequel également on fera des très beaux événements au cours de l'année 2018. J'ai souhaité que ce soit Muriel qui anime cette table ronde. Et je voulais rappeler qu'aujourd'hui, on a bâti, nous, un baromètre de l'emploi. Ce baromètre de l'emploi nous permet d'être un très formidable marqueur sur l'emploi même dans la filière. C'est le premier qui existe en France. Cet élément-là est un élément déterminant par rapport à nos travaux que nous faisons avec Pôle emploi, parce que ça nous permet de voir un peu le comportement, bien sûr, de la dynamique de l'emploi, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'un certain nombre de technologies qui peuvent eux-mêmes avoir des impacts très lourds sur les RH, et il faut qu'on les regarde avec attention. Nous, ce que l'on constate avec Germain dans le quotidien, puisque nous, on est avec Alexandre et toi, Germain, on est un peu dans l'opérationnel du day-to-day, hein, donc, nous, on vit avec vous vos demandes, vos offres d'emploi. On vit avec vous à la fois la difficulté que cela représente de recruter. On vit avec vous également parfois la difficulté de trouver les bons profils et les talents. Et là aussi, il y a un travail de fond qui a été fourni par Pôle emploi à nos côtés et par Germain pour nous faire rencontrer des acteurs de la formation, pour essayer aussi, peut-être parfois, quand on n'a pas de talent, faut qu'on les construise, faut qu'on les prépare, et là, Germain est à la manœuvre, là aussi, pour dire, j'arrive pas à recruter, j'ai trouvé des solutions. Donc voilà, on est dans cette économie où on essaye d'être très collaboratif, de réfléchir aux bonnes solutions, de réfléchir aux bonnes idées. Avant même de laisser la parole à Muriel, je vais faire rapidement un petit 10 secondes, 15 secondes pour que chacun puisse se présenter. Donc Muriel se présentera à la fin et elle reprendra la main derrière moi. Oui, bonjour, François Durollet. Je travaille à Simplon, qui est une entreprise solidaire qui forme au métier du numérique des jeunes sans emploi, pour simplifier, et des femmes notamment qui sont sous-représentées dans le milieu du numérique. On a formé 2000 personnes depuis la création de Simplon il y a 4 ans. On est à Station F. Et on forme aussi des salariés en reconversion, par exemple des postiers qui rejoignent la DSI de la Poste. On travaille de plus en plus avec les entreprises sur la question de leur transformation digitale, mais de façon très, très opérationnelle. Voilà. Si même les postiers, on arrive à les reconvertir, alors tout est gagné. Bonsoir, Raphaël Attias, je suis directeur innovation d'Orte France, qui est une ONG mondiale qui est en charge de tout ce qui est éducation, formation, mais qui a depuis un certain nombre d'années un pôle expert de R&D et de conseil et de formation qui permet de répondre aux enjeux je dirais, non seulement d'innovation, mais aussi d'accompagnement d'entreprises et je dirais de populations qui sont effectivement en mutation, et bien sûr de réfléchir aux aspects talent et compétences. Bonjour, Germain Georges, donc je représente Pôle emploi Paris. Donc, je ne vais pas vous faire l'article sur Pôle emploi, mais simplement vous rappeler que Pôle emploi Paris, c'est 15 agences, c'est 1500 collaborateurs et 140 000 retours à l'emploi l'année dernière, auxquels on a directement contribué.
Au sein de Pôle emploi Paris, moi, mon rôle, c'est d'essayer de comprendre et d'agir, de comprendre les mutations de transformation des métiers et des compétences liées au numérique. Donc c'est ça mon sujet, et d'essayer de, si je devais altérer le thème de la précédente table ronde, c'est d'intégrer l'humain au service de la communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation très paradoxale à Paris, mais plus globalement dans le Grand Paris, c'est-à-dire 92 et 93, où on a un tissu économique fortement tertiarisé, avec un dynamisme nouveau lié aux activités numériques. L'écosystème start-up à Paris est le plus important d'Europe. Mais au-delà de ça, on a une reprise de croissance certaine, alors que dans le même temps, le chômage continue à augmenter à Paris. D'accord ? Et que dans le même temps, on constate une pénurie de compétences. Donc moi, mon sujet, c'est d'essayer de trouver des solutions en m'appuyant sur la formation, sur des partenariats entreprises, pour essayer de faire en sorte de résoudre cette équation à plusieurs inconnus. Garde. Et donc Muriel Barnéou, moi je suis postière. Dans l'univers postal, j'ai exercé plein de métiers. J'ai dirigé de grandes équipes de conduite de changement et de projets de restructuration. J'y ai dirigé aussi une entreprise. J'y ai fait, des tas de choses. J'ai été recruteur au sens de patronne, manager. Et aujourd'hui, je dirige ce qu'on appelle l'engagement sociétal du groupe. Donc ça va s'appeler RSE dans d'autres univers, mais l'engagement sociétal, c'est bien des mots et des mots qui ont du sens. Et je le fais avec cette absolue conviction, effectivement, qui me guide depuis très longtemps, qui est la question du sens que l'on donne à ce que l'on fait, de la finalité dans laquelle on s'inscrit. Et cette finalité, moi j'en ai absolument la conviction, dépasse largement les comptes de résultats et les bilans de nos entreprises. On s'insère dans un écosystème, et la manière dont on va agir et interagir avec cet écosystème est un vrai sujet. Qu'on assume cette responsabilité ou qu'on ne l'assume pas, de toute façon, on a un impact. Et tant qu'à faire, autant le faire avec le maximum de création de valeur. Et le « et » est, à mon sens, extrêmement important. C'est pas « ou », c'est « et ». C'est ensemble et avec. Et j'ai trouvé effectivement beaucoup de sens, non seulement chez Comédia, mais dans cette étape-là de nos histoires respectives, les uns et les autres, apporter cette question des évolutions de compétences et en tout cas d'une pierre à l'édifice de l'emploi et de l'emploi demain. Alors je trouve qu'on est dans une configuration très intéressante parce qu'en fait, on a sur la scène, et vous faites partie de l'écosystème, on est suffisamment peu nombreux pour interagir, j'espère assez aisément. On a sur la scène à la fois des choses hyper tradies, un truc tout jaune, hein, ça c'est moi, c'est jaune, ça va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie, mais c'est un peu ça, et un truc un peu du vieux monde, voilà. Quelque chose avec Pôle emploi qui n'est pas non plus la chose qui paraît la plus innovante et la plus décoiffante. Et puis des choses... Non, mais on peut le dire aussi comme ça. C'est une perception. Voilà. Et puis des acteurs agiles, différents, qui prennent les choses peut-être autrement, ou en tout cas qui se sont fait se donner ce défi. Et ça fait partie, à mon sens, ce mélange témoigne de l'intérêt qu'il y a à travailler avec des acteurs très différents, de codes de génétique très différents, pour adresser cette problématique qui est celle de l'évolution des compétences et la manière dont on peut désormais recruter ou former ou porter cette évolution de compétences. Peut-être que pour démarrer dans ces mutations et ces évolutions de métier et témoigner à la fois de la matière sur laquelle tu agis et de la manière dont tu peux projeter ça sur les entreprises, peut-être en démarrant par le plus fameux de la bande aujourd'hui, Simplon. Donc Simplon, effectivement, notre métier au départ vient des bootcamps américains, donc des formations rapides, intensives pour former des codeurs en fait. Ça a été créé sur la côte ouest au moment de la crise financière où il y avait énormément de cadres au chômage dans les industries anciennes et beaucoup de besoins de codeurs dans les GAFA, enfin les entreprises du numérique. Et donc ont été inventés des systèmes non académiques de formation en mode projet, très agile, rapide pour répondre à des besoins d'emploi.
Et aujourd'hui, on a un peu la même problématique en Europe, en France et toujours aux États-Unis d'ailleurs, avec un système d'enseignement qui ne fournit pas assez de personnes compétentes dans le domaine du numérique. On a besoin d'ingénieurs, mais on a aussi besoin de plus en plus de techniciens, enfin les futurs cols bleus. Donc c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois à pourvoir. Et donc il y a l'école 42 qui a été créée, Simplon qui a ouvert la même semaine, et d'autres initiatives du même type, pour aller chercher dans des gens sans emploi, des gens talentueux, motivés, avec des compétences algorithmiques, des femmes, des réfugiés, des personnes en situation de handicap, donc des profils un peu atypiques, de les former et de convaincre les entreprises de les recruter. Et en partant de ça, on s'est aperçu, et on travaille de plus en plus avec les entreprises, et La Poste est plutôt dans les très bonnes entreprises en matière de gestion de ressources humaines. Je le dis sans flagornerie. On s'est aperçu que finalement, et les enquêtes le montrent, que s'il y a des emplois qui vont disparaître, il y a plus de 50% des emplois qui vont être transformés du fait du numérique. Et donc, il y a un besoin de monter en compétences considérable des salariés. Et par rapport à ça, les entreprises, après avoir nommé des CDO, fait des LearnX, et on en a organisé quelques-unes, appris à leurs membres de comité de direction à tweeter eux-mêmes et non pas demander à leur assistante de le faire, etc., ont des vraies réflexions sur la transformation digitale, et de plus en plus, avec des méthodes différentes, travaillent sur comment l'ensemble des salariés peuvent avoir un socle de compétences numériques finalement leur permettant d'affronter les mutations futures de leur poste de travail. Alors chacune avec leur style, et je vais juste donner 2 exemples d'entreprises avec lesquelles on travaille. Par exemple LVMH, alors c'est l'objet de l'autre atelier d'un point de vue opérationnel, mais LVMH a décidé de former l'ensemble de salariés, y compris les bourreliers, à l'agilité, donc pour travailler de façon différente au sein de l'entreprise. Et un deuxième exemple, c'est la SNCF, dont il est beaucoup question en ce moment, la partie réseau, donc celle qui s'occupe de toutes les infrastructures, a décidé de former l'ensemble des salariés à la question de la data, avec des formations légères, des datatons, etc., en disant que c'est grâce aux données qu'on peut arriver à bien maintenir les infrastructures. C'est une richesse, il faut que ces données soient de qualité. Donc 2 exemples très concrets. Donc c'est un monde dans lequel il se passe énormément de choses passionnantes en ce moment, à la fois des gens talentueux au chômage et qu'il faut que vous recrutiez, même s'ils ne sont pas des hommes blancs ingénieurs, et puis des besoins la révolution digitale qui touche les entreprises avec des stratégies réelles. Maintenant, on rentre dans le dur, qui concerne l'ensemble des salariés dans toutes les entreprises d'ailleurs. Et c'est vrai que ce sujet, pour en témoigner cette fois-ci en tant qu'employeur, pour la petite histoire, une des sociétés que j'ai eu le bonheur de faire rentrer dans le groupe et de racheter il y a quelques temps, qui s'appelle Ametix, qui est un pourvoyeur de ressources en développement et qui organise le concours du plus grand développeur, enfin du meilleur développeur de France. On a eu le plaisir, Postier, de découvrir que dans les 10 meilleurs développeurs de France, on avait désormais un facteur qui se trouve être un facteur sorti des formations Simplon et qui témoigne pour nous de cette conviction absolue qui est que la responsabilité et la dernière absolue que l'on ait vis-à-vis de nos salariés, c'est le maintien en compétences, c'est-à-dire la capacité à les rendre up-to-date et employables pour le marché du travail, quoi qu'il puisse arriver à nos organisations, quoi qu'elles puissent avoir à affronter. Ce maintien en compétences est un élément qui est un élément essentiel de la responsabilité et du contrat que l'on a avec nos salariés, implicite ou explicite. Et dans ce sujet de maintien des talents, justement, alors on pourrait peut-être venir un petit peu sur ta vision et toi. Merci. Donc moi, d'abord, je rebondis sur ce que tu venais de dire, pour en fin de compte tout simplement mettre en évidence qu'il y a une autre approche en termes de recrutement. Donc ça veut dire que ça doit passer peut-être par des approches d'hackathons, d'événements majeurs, et tout ce qui aujourd'hui contribue à cette transformation, en tout cas la disruption d'une démarche, et peut-être repenser
le recrutement avec des approches pour lesquelles les ressources humaines aujourd'hui ne sont pas en ligne ou alignées avec les stratégies d'entreprise ou de stratégie numérique. Alors, pour ce qui me concerne, nous, en tout cas à Hort, nous avons démarré comme étant un catalyseur d'innovation au moment, je dirais, d'une première vague digitale qui s'est dessinée en 95-96 avec l'Internet qui arrivait en force et pour lesquels nous avons été un acteur de ce qu'on appelait l'entreprise digitale avec des consultants comme Andersen Consulting, dont je faisais partie, et qui avait amené déjà une première digitalisation d'entreprise au sens outil, au sens démarche, mais aussi au sens humain, comme on l'évoquait, par des dispositifs de formation associés aussi à la démarche métier et compétences. Et déjà, la réflexion était de se dire comment conserver, et en tout cas le talent, comment faire en sorte qu'il y ait une sorte d'intelligence en matière de upskilling ou de reskilling dans l'entreprise. Mais on dirait que c'était encore un peu trop précoce entre 95, 98, 2000. Et puis là, je crois que la vague technologique qui s'est emparée post-2002, post-2005, lorsque derrière c'est mis en place en France et les clusters, puis dans le monde, je dirais au niveau entre les US, Israël et d'autres pays, une sorte de réellement d'impact sur la dynamique start-up et innovation, eh bien on a assisté aussi derrière à une réflexion qui devait se mettre en place sur eh bien, qu'est-ce que c'est un talent, de quoi avons-nous besoin et comment le construire. Et là, il y a par contre, en France, une désynchronisation entre la formation et les besoins. Et en même temps, on a un problème de compréhension, enfin de discours entre les RH et le pôle formation sur les compétences numériques. Donc du coup, cette dichotomie ou cette distorsion qu'il y a entre les deux entités, effectivement, crée un flou dans un contexte de stratégie. Et si on doit parler de transformation digitale, alors elle doit s'accélérer par des démarches tout à fait nouvelles en disant comment on favorise la coopération, comment on met des initiatives. Et c'est là, effectivement, on est confronté, je dirais, à tout simplement s'installer sur, je dirais pas une zone de confort, mais en tout cas présenter des formations qui répondent à l'instantanéité, mais qui ne répondent pas sur une vision, je dirais, beaucoup plus longue, en tout cas à moyen ou long terme, qui permet effectivement d'inscrire tout un axe. Et je crois qu'aujourd'hui, entre repenser le recrutement par une démarche, d'ailleurs on l'a vu aux États-Unis avec des nouvelles plateformes digitales qui sont créées, ce qu'on appelle des Digital Labor Work Platforms, qui sont, comme on dit en anglais, pervasives, envahissantes, entraînent les nouveaux acteurs à aller voir ce qui se passe en termes de ressources, mais aussi de dire est-ce que je peux conserver un noyau de talent chez moi et le former, et en même temps aller chercher ailleurs. Et en même temps, les entreprises, eh bien, elles ont des questions importantes à se poser, c'est comment je crée ce noyau, où je vais chercher, et tout ça amène la technologie. Alors là, l'intérêt, enfin, ce qui nous ravit, c'est que nous, ayant un pied dans la R&D, eh bien, on est confronté au niveau européen, puisque cette R&D est française et européenne, du fait qu'on est présent dans des groupes de travail à Bruxelles et dans des programmes européens qui nous amènent tous les outils, toute la stratégie digitale, que ce soit de l'IA, que ce soit du big data, ou que ce soit des thématiques, je dirais, de l'IoT ou autre chose, et qui nous interpellent même du marketing digital, puisque la commissaire européenne, Maria Gabriel, insiste, comme on dit, en disant les 4 piliers de la transformation digitale sont la cybersécurité, l'IoT, et le big data et le marketing digital. Donc, ça signifie bien qu'il y a une vraie révolution et qu'il faut en tout cas, comme on dit, battre le pavé avec une dynamique, je dirais, et de formation et de talent pour pouvoir engager cette démarche-là. Donc, la technologie, oui, au service de l'humain, et ça fait partie de notre slogan, c'est People First, d'abord l'humain, centré sur l'humain, et la démarche de formation, eh bien, si c'est digital d'un côté, alors elle doit être digitale aussi en formation. Et nous sommes là pour apporter la disruption de l'information en mettant en place des véritables plateformes collaboratives de formation, de réfléchir à des campus inversés, à une démarche qui en 2018 sera encore du digital learning de haut niveau avec des approches assez pointues, mais aussi de penser à ce que sera demain ce qu'on appelle l'intelligent learning, c'est-à-dire le data-driven learning qui va permettre de travailler sur le côté data apprenant et de pouvoir personnaliser son apprentissage et de renforcer de façon pléthorique la formation.
Peut-être, Oui, Muriel, je t'en prie. je voulais avoir une remarque pour qu'on soit bien également sensibilisé par rapport à notre filière, les 41 000 entreprises dont on parle. Il faut savoir qu'on est effectivement, une récente étude montrait le retard très important que prenaient les TPE-PME. Donc notre filière De la filière. est pas, en général, et bien sûr notre filière est complètement concernée. Donc on a là ici un enjeu qui est un enjeu absolument stratégique. Je crois que la prise de conscience de la transformation digitale, et Dieu sait qu'au sein de l'Observatoire, on essaye donc d'en parler et d'essayer de dire il faut qu'on bouge, il faut qu'on change, il faut qu'on pivote, il faut qu'on réfléchisse. Mais là, je crois et ça renvoie d'ailleurs à des problèmes de pénurie, parce que quand on en est là, après derrière, il peut y avoir aussi des problèmes de pénurie. Mais ça, Germain, il donnera son point de vue là-dessus. Moi, j'attire votre attention sur nous, on est une filière qui aujourd'hui, malheureusement, et je le dis sans concession, est en retard dans la transformation. C'est paradoxal quand même. En TPE, mais oui, mais parce que quand on a plus de 82% qui sont des TPE, des entreprises de moins de 10 personnes, d'abord pivoter, c'est compliqué quand on est dans des métiers. Il suffit de regarder également la pyramide des âges. Et on n'a pas été acculturé à pivoter. Non. Et d'autre part, la difficulté de recruter parce qu'on a peur de recruter. Et quand on veut recruter dans des domaines qui sont des domaines, allez, on va dire, de développement, on ne sait pas même faire une offre d'emploi, écrire une offre d'emploi. De quoi ai-je besoin? On a été confronté avec Germain dans l'opérationnel. Le laisser raconter, ouais. Mais on va laisser raconter à Germain. C'est cette difficulté. Ah oui, il faut que je raconte la difficulté. Moi, je voudrais prendre les choses, pardonnez-moi, un peu autrement. Je ne pense pas qu'il y ait de pénurie de compétences. Je ne pense pas du tout qu'il y ait pénurie de compétences. Il y a à Paris et en France un certain nombre de dizaines de milliers de talents, de gens en recherche d'emploi. Les personnes qui cherchent dans les métiers du marketing et de la com à Paris ont en moyenne 40 ans, bac plus 5. Ce ne sont pas des gens exclus de l'emploi et ce ne sont pas des talents de seconde zone. Quand on parle de pénurie, je pense qu'on pose mal le problème. La pénurie, elle vient d'abord d'une question de définition de besoin. Qu'est-ce qu'on recherche? Et je suis un gars simple, en fait. Je suis de Pôle emploi, donc je suis simple. Je peux vous assurer que si on ne sait pas ce qu'on recherche, on n'a aucune chance de trouver. Je ne vous ferai pas... voilà, j'ai reçu un profil de poste d'une agence de communication qui est extrêmement connue, que je ne citerai pas, qui recherche un développeur web, un designer, un community manager et quelqu'un qui va s'occuper du référencement naturel. Tout ça en une même personne, payé 2 000 € par mois. De toute évidence, il y a une incompréhension de ce qu'on veut trouver. Donc on n'a aucune chance de trouver quelqu'un qui acceptera et qui aura ce portefeuille de compétences. Donc la pénurie, elle vient d'abord d'une difficulté à définir ce dont on a besoin, ce qui est tout à fait logique sur des métiers qui sont en pleine évolution et que personne ne comprend objectivement. Premier sujet. Deuxième sujet, s'il y a pénurie, oui, il y aura une pénurie constante les 20 prochaines années, en fait. Parce que les technologies évolueront plus vite que les compétences des gens. Donc il y aura une pénurie chronique. Ça veut dire que le deuxième sujet, quand on parle de pénurie, c'est celui de la formation. Aujourd'hui, ORT, Simplon en témoigne, on a une offre de formation sur les métiers du développement, le métier des data, le métier du marketing et de la com, on a une offre de formation qui est pléthorique. Vous avez des dispositifs qui s'appellent Paris Code, Grande École du Numérique, qui aujourd'hui vous proposent un panel de formation qui permet d'adapter les compétences de vos collaborateurs à ce que vous voulez. Sauf que personne ne le sait en fait. Sauf qu'aujourd'hui, dans vos stratégies de recrutement, vous n'incluez pas suffisamment cette brique formation, qui est la seule qui permet d'adapter les compétences de vos futurs collaborateurs. Et puis, il y a un troisième volet quand on parle de pénurie, c'est celui de la diversité et celui de l'intégration de vos futurs collaborateurs dans votre entreprise. Je prends deux exemples, un exemple typique, celui des recrutements des business développeurs. C'est une catastrophe en fait. On estime que pour recruter un commercial, il faut en fait en recruter 2 parce que vous avez 50% de chances qu'ils s'en aillent dans les 6 mois. Pourquoi? Pas parce qu'on se trompe sur leur profil, c'est pas parce qu'on se trompe sur l'analyse de leur parcours et de leur potentialité, c'est parce qu'on ne les accompagne pas suffisamment
en poste. Et ça, c'est une erreur que font beaucoup d'entreprises, qui est tout à fait logique, notamment parce que c'est compliqué à faire dans des TPE. Mais quand on n'accompagne pas son futur collaborateur dans sa prise de poste, on a très peu de chances que ses compétences, notamment ses compétences situationnelles, ses compétences relationnelles, s'adaptent à vos environnements, à vos modèles économiques. Donc, tous les jours, on est confronté à ça, mais je crois que le point qui est fondamental à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de pénurie dans l'absolu. Il n'y a que des solutions. Est-ce que c'est, Germain, est-ce que c'est ce que démontre 1000 emplois, 1000 entreprises? Est-ce que c'est le chemin tu peux nous raconter un peu ça? 1000 emplois, 1000 entreprises. Alors, Muriel, tu disais tout à l'heure que Pôle emploi n'était pas très sexy, si je comprenais bien. Non, en fait, je rappellerai juste que Pôle emploi est le premier financeur des startups à Paris à travers le maintien de l'allocation des fondateurs. C'est pour que tu puisses raconter. Ouais, mais c'est d'une subtilité qui parfois m'échappe. Deuxièmement, on est le premier financeur de formation sur le numérique. On ne le dit pas, mais c'est le cas. Et troisièmement, on a construit un dispositif qui s'appelle 1000 emplois, 1000 entreprises, qui est extrêmement innovant. C'est le premier à se mettre en place à destination de la filière de communication et qui, en fait, pour être simple, se présente comme une plateforme de services qui est destinée à vous permettre de former, d'évaluer, de former et d'accompagner votre futur collaborateur avant de le recruter. Tout ça de manière gratuite pour les entreprises. Pôle emploi prend en charge beaucoup de choses, de telle manière à ce que vous puissiez, dans vos recrutements, élargir le spectre des profils que vous allez recruter. Nous, on se charge avec vous de les former, de les accompagner, de manière à ce qu'ils soient pleinement opérationnels le premier jour où vous les embaucherez. Donc ce dispositif, il est simple, il répond à ce que je disais tout à l'heure, hein, les 3 volets qu'il fallait contourner pour recruter. Notre constat, il est un peu, comment dire, il est un peu mêlé. Aujourd'hui, on va avoir 80 recrutements. 80 recrutements, dont 70% des personnes qui ont été recrutées sont au chômage depuis plus d'1 an. Ces gens-là n'auraient pas été recrutés en temps normal. C'est plutôt bien, non? Ah ben c'est remarquable. Mais il y a un mais. Il y a un mais qui suit. Et ces gens sont tout à fait heureux dans leur entreprise aujourd'hui et participent à la compétitivité des entreprises qui les ont employés. Là où je suis un peu dubitatif, c'est que nous, on s'attendait, alors moi je suis naïf, je suis candide, je suis naïf, je m'attendais à ce que beaucoup d'entreprises viennent nous solliciter. Je crois que, Dominique, tu pourras le préciser, il y en a combien qui se sont déclarés intéressés? Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu on fait le grand écart entre la déclaration d'intérêt et le passer à l'action. Parce que Dominique, le ratio, vous savez que Comédia a porté ça. Hein, Aujourd'hui, nous, on a porté, en 4 mois, on a été en contact, on a pris un parti pris de one-to-one, donc de relations individuelles avec chef d'entreprise, pas loin de 900. Donc c'était 900 entretiens directs entre l'Observatoire Comédia et l'ensemble des entrepreneurs. Sur les 900, nous avons eu plus de 250 qui ont dit « génial, on rentre dans le programme ». Et on a vu un temps s'écouler infini entre l'étape de dire « oui, on rentre dans le programme » et quelque part, on dépose une offre et on passe à l'étape de recrutement. Donc là, il y a effectivement un grand écart donc qui s'est creusé. Alors, aujourd'hui, et on est ravis que vous soyez là, et c'est vrai que par rapport à la formation, et ce n'est pas fausse d'efforts, à la fois de notre part, à la fois de Pôle emploi, à la fois de la communication que nous avons souhaité faire, mais c'est vrai que ça nous renvoie à beaucoup de questionnements. Ça nous renvoie à beaucoup de questionnements. C'est des questionnements que nous avons, et d'ailleurs nous en partageons avec nos administrateurs, mais c'est de dire, effectivement, il faut transformer. Alors pourquoi? Alors on n'a pas toutes les explications. Ce que je crois aussi, c'est que c'est un problème de communication de masse. Parce qu'à un moment donné, ne nous trompons pas. On a vu, Germain, et tu pourras en dire 2 mots, on a lancé une opération de masse et massive depuis maintenant 3-4 semaines, donc c'est encore récent. Et comme par hasard, il y a des leads plus importants. Oui, Germain, tu voulais rajouter? Je crois que pour parler très concrètement, Raphaël parlait tout à l'heure d'une forme de désynchronisation entre l'évolution des technologies, des métiers et puis les pratiques. Nous, ce qu'on constate au quotidien, c'est une chose très basique.
On a beau dire qu'on recrute autrement, on a des tas d'outils technologiques pour sourcer, etc. C'est génial. Sauf qu'au bout du compte, on en est toujours réduit à aller analyser la structure d'un CV et d'aller chercher dans le passé des gages qui vont nous rassurer sur le fait que la personne va pouvoir occuper ses futures fonctions. Ce qui, dans une certaine logique, est assez absurde, ce qui l'est d'autant plus dans un contexte d'évolution technologique. Il y a cette désynchronisation. Et en plus, vouloir aller... hier, j'étais avec un employeur qui recherchait un développeur iOS, sachant travailler sur Swift depuis au moins 4 ans. Sauf que de mémoire, Swift n'existait pas il y a 4 ans. Absurde. Absurde. Donc, l'idée, c'est de telle manière qu'on doit acculturer au numérique, c'est acculturer à des nouvelles pratiques de recrutement. Et si on arrive à ça, eh bien, aujourd'hui, on a Simplon qui est capable de vous former des développeurs, et pas que des développeurs, de manière remarquable et rapide. Vous avez ORT chez qui vous allez trouver vos traffic managers. Et on a Pôle emploi qui est en capacité d'encapsuler tout ça en termes financiers, en termes de cadre juridique, sans que ça ne vous coûte rien. La question, c'est, on n'attend plus que vous. Est-ce que ça veut dire, oui, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait former les recruteurs ? Je ne sais pas s'il faut former les recruteurs, mais en tous les cas, il faut certainement faire le pari de la diversité. Et je dirais, nous Simplon, on a des équipes commerciales en fait qui vendent des simploniens et des simploniennes aux entreprises en essayant de les convaincre que ce sont des bons développeurs, des bons codeurs, etc. Mais je dirais deux choses très rapidement. La première, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire le pari de l'alternance. L'alternance est peu employée en France. Beaucoup d'entreprises ont du mal parce que c'est vrai que c'est compliqué administrativement, mais c'est des bons paris généralement. Ça ne vous oblige pas à recruter. La personne est toujours en cours de formation. Elle s'intègre progressivement dans votre entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Il faut faire ces paris-là et sur des profils issus de la diversité, sans hésitation, en vérifiant bien entendu le feeling avec votre entreprise, etc. Puis deuxième chose que je voulais dire, c'est que effectivement sur les PME, TPE, cette révolution digitale, c'est quelque chose de compliqué. Donc il y a les solutions des groupements d'employeurs, hein, ça existe depuis longtemps. Il y a des plateformes de vente à distance, téléphonique par exemple. Et créons des groupements d'employeurs sur le numérique. Il y en a extrêmement peu. Et ça permet de partager des ressources capables d'être compétentes sur le e-commerce, sur le référencement, sur des choses dont toutes les entreprises ont besoin. J'ai une question pendant que Dominique récupère le micro. Sur la table ronde précédente, je ne sais plus qui, pardon, mais parlait de sa vision de l'entreprise de demain, à savoir non plus une marque et un employeur, mais plutôt une organisation projet et une vie en projet avec presque toutes des auto-entrepreneurs. Comment vous réagissez tous les trois à ça, Germain ? Ce qui est sûr, c'est que... Alors, pour répondre à la question, je ne sais pas, parce que je suis un gars simple et je raisonne un peu trop à court terme. Donc, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui et maintenant. Effectivement, il est probable qu'à terme, une entreprise soit une plateforme, en fait. Et je prends l'exemple de Nike. Nike ne fabrique plus aucune chaussure, mais fonctionne sur un principe de plateforme. Et je pense que ce qui est en train, effectivement, de se mettre en place, c'est ça. Et que pour une PME, c'est très compliqué de trouver sa place dans ce système-là. Et ça a une implication très forte sur le marché du travail, c'est que le poids de l'emploi non salarié. Aujourd'hui, il faut savoir que Paris a gagné de l'emploi salarié sur les 5 dernières années, a gagné de l'emploi, pardonnez-moi, sur les 5 dernières années, mais a gagné surtout de l'emploi non salarié. Donc il y a une mutation des formes de travail. Quand on parle de numérique, on ne parle pas uniquement des nouveaux métiers ou de ceux qui disparaissent, mais de la manière dont on les exerce qui est en train de se transformer profondément. Et là, je ne sais pas encore, et effectivement, tu disais, François, les formes de groupement d'employeurs, de temps partagé, enfin tout faire pour que cet émiettement du travail ne soit pas subi. Voilà, c'est ça. Et là c'est un pari et je n'ai pas de réponse. On va devoir conclure. D'abord, je voudrais qu'on les applaudisse parce que je crois que c'est des sujets compliqués auxquels on est confronté. Et il faudrait des heures d'échange et de partage. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, on est profondément optimistes. On est profondément optimistes parce qu'on pense que la dynamique de l'emploi existe.
hein. Donc c'est quand même une réalité, c'est une vraie réalité économique. Je crois qu'aussi, on est toujours peut-être trop ambitieux, on veut aller trop vite, et qu'on s'ailerait peut-être sur les délais, parce que notre programme, il a 4 mois, hein, Germain, donc il y a 5 mois maintenant. Donc maintenant, l'accélération, je suis à peu près convaincu, va commencer, et nous le souhaitons, et je sais qu'il faut convaincre, il faut des témoignages, des témoignages de chefs d'entreprise, les salariés, on a fêté une signature donc d'un recrutement chez un de nos adhérents pas plus tard que la semaine dernière, n'est-ce pas? Bon, on a vu quel enthousiasme ils avaient, mais ça a été compliqué pour eux aussi de choisir. Je crois qu'il faut qu'on soit lucide. C'est compliqué. J'en parle souvent avec Germain. Et d'ailleurs, on échange durement ensemble. Les TPE ont du mal à faire des profils de poste. C'est compliqué à écrire. Qu'est-ce que j'ai besoin? Et surtout dans le monde en transformation. Et je crois que c'est là aussi où Pôle emploi joue un rôle formidable, c'est-à-dire qu'il les accompagne à mieux redéfinir leurs besoins. Et je crois que ça, c'est aussi un appui. Parce qu'une TPE, ça reste une TPE. Soyons humbles. Hein. Rendons-nous bien compte de ce que c'est compliqué. Et quand on prend un engagement de recruter quelqu'un, 1 personne sur 5, vous vous rendez compte ce que ça représente en poids économique pour une TPE. Et je répète, c'est 82% de notre filière. Et il faut qu'on conclue. Pour faire simple, j'ai des collègues, donc on a constitué une équipe, 1000 emplois, 1000 entreprises. En fait, ils vous bloquent l'accès à la sortie tant que vous ne nous aurez pas donné vos profils de poste. En fait, c'est ça l'idée. Merci encore à vous et merci à vous d'avoir accepté de jouer le jeu.